Sherbrooke-Innopol. Bienvenue à tous. Le triangle entrepreneurial Sherbrooke-Rennes-Arizona vise à faciliter le maillage des entreprises technologiques avec 2 écosystèmes étrangers. Le maillage international est bel et bien un exercice à haute valeur ajoutée pour ceux qui souhaitent traduire l'innovation en richesse. Ce sommet virtuel est l'événement de lancement du triangle. J'aimerais souligner la présence de dignitaires qui seront parmi nous cette semaine. Monsieur Pierre-Marc Johnson, ancien premier ministre du Québec et avocat conseil chez Laverie. Madame Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique, responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. Madame Marie-Chantal Chassé, députée de Châteauguay et adjointe parlementaire pour le volet Innovation et entrepreneuriat. Madame Michelle Boisvert, déléguée générale du Québec à Paris. Monsieur Glenn Williamson, Chairman, Canada-Arizona Business Council, as well as our partners in this summit, Janine Yurkovic, City of Surprise Economic Development Director, Carol Stewart, Associate Vice President for Tech Parks Arizona at the University of Arizona in Tucson, ainsi que M. Daniel Gergès, directeur général Le Pool, et M. Jean-François Quéroc, directeur général Destination Rennes. J'aimerais remercier la présence de tous les participants ainsi que nos commanditaires platines, en l'occurrence BDG Stratéis, Robic, Destination Rennes et l'Université de Sherbrooke. J'aimerais inviter tous les participants à visiter les kiosques chaque jour. Ils seront ouverts 1 heure avant le début de la conférence principale ainsi qu'1 heure après. Ces kiosques-là vous permettront de découvrir les écosystèmes. J'aimerais aussi mentionner, je sais que le temps est une ressource précieuse, donc toutes les sessions de M. Millier seront enregistrées et disponibles pour écoute jusqu'au 15 janvier 2021. Sans plus tarder, je présenterai Josée Fortin, en fait directrice générale de Sherbrooke-Innopol depuis 7 ans. Elle est Josée détentrice d'un MBA. Elle a aussi dirigé l'organisme de transfert technologique de l'Université de Sherbrooke pendant 5 ans. Josée sera suivie de Glenn Williamson, Chairman of the Canada-Arizona Business Council for over 15 years, Honorary Consul of Canada for Arizona since 2014, Chairman of EPCOR, Arizona's largest private water utility company, ainsi que en remplacement de Daniel Gergès, directeur général du Pool, Madame Léla Elabdi prendra la parole. Elle est directrice communication et événementielle au Pool. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Josée Fortin. Monsieur Johnson, Madame Brière, Madame Chassé, Madame Boisvert, Mr. Williamson, Monsieur Gergès, Monsieur Quéroc, Mrs. Yarkovic, Mrs. Stewart, bonjour à tous. Hello everyone. Au nom de toute l'équipe de Sherbrooke-Innopol, c'est un honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue à ce grand événement virtuel donnant le coup d'envoi d'une nouvelle initiative fort prometteuse, soit le triangle entrepreneurial Sherbrooke-Rennes-Arizona. The Entrepreneurial Triangle aims to foster the sharing of knowledge, practices, and resources in international innovation, development, and marketing to facilitate the processes and networking of companies in their chosen territory. Pour les gens de l'extérieur de Sherbrooke, laissez-moi vous présenter brièvement Sherbrooke-Innopol. Nous sommes l'organisme de développement économique de la ville de Sherbrooke qui dessert les secteurs industriels et technologiques. J'aurai la chance plus tard aujourd'hui de vous présenter plus en détail l'écosystème entrepreneurial sherbrookois, mais j'aimerais déjà insister sur le sens de l'innovation et de la collaboration qui anime notre organisation. Ces 2 éléments sont au cœur même de la stratégie de développement économique que nous déployons, et ce, depuis nos tout débuts.
Les directeurs de nos 5 filières clés, à savoir les technologies de l'information, les technologies propres, les sciences de la vie, les micro-nanotechnologies et l'industrie manufacturière et fabrication de pointe, travaillent entre autres à créer des partenariats locaux et internationaux afin de maximiser nos efforts et nos ressources au service des entreprises innovantes. Notre organisation est en ce sens très fière d'avoir catalysé les relations entre les trois territoires du triangle entrepreneurial Sherbrooke, Rennes, Arizona. Ainsi, ce sommet s'avère à la fois le fruit de collaborations tissées au fil des 3 dernières années avec Rennes et plus récemment avec l'Arizona. C'est en même temps le début d'un partenariat tripartite riche en possibilités qui se traduit aujourd'hui par la présence de près de 175 participants. Je tiens donc à remercier chaleureusement nos partenaires dans l'aventure, le Pool et Destination Rennes en France, and our partners from Arizona, the City of Surprise Economic Development Department and Tech Parks Arizona. Merci également au ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec qui a saisi l'importance de ce sommet et qui soutient financièrement Sherbrooke-Innopol dans cette initiative, ainsi qu'à l'ensemble de nos précieux commanditaires qui ont eux aussi cru au projet. Réussir la commercialisation d'une innovation passe entre autres par une approche nécessairement avant-gardiste pour saisir les marchés du futur et par le maillage international qui permet de rentabiliser la technologie sur les marchés mondiaux. Ce sont là 2 objectifs que poursuivent les partenaires du triangle entrepreneurial au bénéfice des entreprises technologiques et de nos écosystèmes d'affaires respectifs. The theme of the event, Disruptive Technologies Commercialization, is all the more relevant during the pandemic. Indeed, our tech businesses are faced with multiple challenges during this international crisis, and it would be beneficial for them to accelerate their launch process. Je veux d'ailleurs saluer les nombreux entrepreneurs qui se joignent à nous aujourd'hui et jusqu'à vendredi. Votre présence est la promesse d'échanges fructueux et nous l'espérons, de développement futur des plus profitables. Nous sommes également persuadés que le contenu présenté par notre éminent conférencier cette semaine fera écho à vos besoins de croissance. Un énorme merci d'ailleurs à M. Paul Millier. Vous êtes incontestablement l'expert tout indiqué pour aborder ce sujet crucial et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants d'avoir accepté de partager vos connaissances et expériences avec l'ensemble des participants. Je ne pourrais vous quitter sans féliciter les membres de mon équipe qui ont travaillé d'arrache-pied ces dernières semaines pour préparer ce sommet international avec tous les défis que comporte l'organisation d'un événement virtuel de cette envergure, en télétravail de surcroît. Un merci particulier à Nathalie Saint-Pierre et M. Millier qui nous ont concocté une programmation remarquable. Je suis convaincu que vous en retirerez des apprentissages déterminants au développement et pratiques futures de vos organisations. Sur ce, bon sommet à tous. Enjoy the summit. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Glenn Williamson. Je suis le consul honoraire de Canada pour Arizona et aussi le CEO de la Canada-Arizona Business Council. Hello everybody, my name is Glenn Williamson and I am the Honorary Consul to Canada for Arizona and the CEO of the Canada-Arizona Business Council. It is my pleasure to extend a warm welcome to everyone joining the Disruptive Technologies Commercialization Virtual Summit today. Although I am joining you from sunny Phoenix, Arizona, I am truly with each of you in spirit. I hope that in the future we can meet in person. I want to congratulate each of you today for coming together and breaking down barriers during one of the most logistically challenging times in recent history for cross-border collaboration. On behalf of my Arizona colleagues and myself, thank you and merci to Sherbrooke, Innopol, and Le Pool for your partnership. And I believe this will be only the beginning of an exciting and successful innovation alliance between our regions. Bonne journée et bientôt. Salut.
Bonjour, je suis Leïla, directrice du pôle Expérience Bienvenue et je représente l'association française Le Pool. Le Pool a pour mission d'encourager l'innovation et l'entrepreneuriat sur le territoire de l'Ille-et-Vilaine, situé en Bretagne, en France. Nous considérons que l'innovation peut venir de partout, qu'elle soit technologique bien sûr, mais aussi des services et des usages. Le Pool a un rôle de catalyseur de toutes les initiatives existantes sur le territoire en matière d'innovation et nous avons le label French Tech Rennes Saint-Malo et nous sommes également membres des 7 technopoles de Bretagne. Nous sommes ravis de nous associer à ce triangle entrepreneurial pour créer des liens avec les territoires de l'Arizona et de Sherbrooke, de renforcer la collaboration économique entre nous et enfin de mettre en place des dispositifs de soft landing entre nos 3 régions. Cela pour continuer à travailler ensemble sur un partenariat et sur le long terme. Nous serons donc ravis d'accueillir des entreprises innovantes québécoises et américaines dans notre écosystème ici en Bretagne. Nous souhaitons donc la bienvenue à tous les participants de ce sommet virtuel et nous espérons que vous allez faire des rencontres fructueuses pour apprendre des nouvelles choses sur la commercialisation de vos innovations au niveau international. Écoutez, bonjour à tous. Je ne vais pas me présenter longuement. Je suis le conférencier qui va animer des séances de ces 3 prochaines journées. Je m'appelle Paul Millier, je suis professeur dans une business school et également consultant. Et à ce titre, j'ai accompagné environ 180 études marketing qui portaient sur des produits qui n'existaient pas et qui s'adressaient à des marchés qui n'existaient pas. De cette expérience, j'ai acquis un certain recul et comme je manque d'imagination, au cours de ces 3 journées, je me contenterai de vous raconter les histoires que j'ai vécues dans ces entreprises. Donc, vous voyez, on n'est pas seulement dans la théorie, mais également dans la pratique terrain. Alors, nous allons passer ensemble, en réalité, 4 séances lors de ce sommet virtuel. Le 2 novembre, aujourd'hui, nous allons parler du management des startups innovantes. Demain, nous parlerons du marketing de l'innovation, la commercialisation de l'innovation. Le 4 novembre, nous parlerons de la segmentation des marchés qui n'existent pas encore. Et le 6 novembre, nous illustrerons les principes qui auront été vus pendant les 3 premières journées sur des cas réels de start-up. Donc, pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui, nous allons donc commencer par le management des start-up innovantes. Alors, l'objectif de cette séance est de découvrir que les startups innovantes nécessitent un mode de management spécifique qui s'écarte du courant dominant. C'est un peu un abus de langage, mais j'englobe dans le mot management également le mot marketing, mais j'ai conscience que c'est un abus de langage. Donc, nous allons essayer de découvrir les spécificités de ce management des entreprises, des startups innovantes. Alors, l'agenda que nous allons suivre, le chemin que nous allons parcourir pour atteindre cet objectif, nous allons d'abord découvrir ce qu'on appelle le cocktail de la mort, qui est un mélange de création et d'innovation. Ensuite, nous découvrirons que le courant dominant en marketing est pris en défaut par l'innovation, car le courant dominant raisonne exploitation, alors que l'innovation demande à raisonner exploration. Nous verrons ensuite qu'il y a un danger à faire des études de marché qui peuvent conduire des innovations à l'échec, ce qui paraît très paradoxal. Nous verrons ensuite qu'il est très difficile de demander aux clients d'exprimer leurs besoins parce qu'en réalité, ils ne savent pas ce dont ils ont besoin. Et puis nous finirons par quelques solutions innovantes pour innover. Donc commençons par le cocktail de la mort. Qu'est-ce qu'on appelle donc cocktail de la mort ? Eh bien, le cocktail, comme son nom l'indique, c'est un mélange. Et dans ce cocktail de la mort, il y a 2 ingrédients. D'abord, un ingrédient qui est celui de la création d'entreprise. Et donc, la start-up cumule les risques de la création. Et qu'est-ce que ça veut dire, les risques de la création ? Eh bien, quand on regarde des chiffres sur le taux de survie des entreprises canadiennes nouvelles à 5 ans, eh bien, ce taux de survie est de 63%. Donc, par déduction, on peut conclure qu'il y a 37% qu'une entreprise nouvellement créée soit morte avant 5 ans. Donc, ça, c'est le premier ingrédient du cocktail de la mort. Le deuxième ingrédient du cocktail nous est apporté par l'innovation. Et qu'apporte l'innovation au cocktail de la mort ? Elle apporte essentiellement de l'incertitude.
Et l'incertitude rend la prévision très difficile. Or, comme l'innovation est une source de perturbation avant d'être une source de profit, eh bien, ce qui était prévu ne se réalise souvent pas, et ce qui se réalise n'était souvent pas prévu. Alors, je veux dire par source de perturbation que l'innovation va perturber les habitudes de travail, à la fois de celui qui produit l'innovation comme de celui qui l'utilise. Cela va également perturber les habitudes d'achat, car il faut mobiliser de nouvelles compétences pour évaluer ce que l'on achète. L'innovation va perturber également les règles du commerce et les règles de la concurrence. Donc, toutes ces perturbations dans l'environnement de l'innovation font que l'environnement va réagir et que ce qui était prévu dans les conditions initiales ne se réalise pas car l'environnement a changé. Donc, cela pose un problème car le plan d'affaires repose souvent sur une prévision. Et que se passe-t-il si la prévision ne se réalise pas? Eh bien, je vous l'avais deviné, le plan d'affaires est réduit à néant. Donc, ça pose déjà un problème, on va dire, presque philosophique, car j'ai l'intime conviction que les idées qu'on met dans sa tête déterminent notre action et que si on se met de mauvaises idées dans la tête, cela va déterminer de mauvaises actions. À ce titre, si vous considérez que le futur, c'est ce qui va se passer, vous vous mettez en réalité une mauvaise idée dans la tête. Parce que si vous admettez que le futur, c'est ce qui va se passer, vous vous condamnez à tenter de prévoir le futur pour essayer de vous y adapter aux moyens de votre plan d'affaires. Mais si le futur ne se réalise pas comme prévu, eh bien on vient de voir que le plan d'affaires ne se réalise pas. Donc, une meilleure manière de considérer le futur, c'est de se mettre dans la tête que le futur, c'est ce que je vais faire. Et à partir du moment où on dit que le futur, c'est ce que je vais faire, eh bien vous voyez qu'on commence à avoir un moyen de contrôle sur le futur, et donc plus besoin d'essayer de prédire le futur, puisqu'on est capable de le contrôler. Et donc, eh bien, c'est tout ça que l'innovation induit. Et pour les ingénieurs à qui on confie souvent le développement des innovations, là encore, un nouveau paradoxe. Pour les ingénieurs habitués à travailler sur des objectifs, l'innovation est en réalité très perturbante. Car on sait d'où on part, mais on ne sait pas où on va arriver. En effet, l'innovation est un processus. L'innovation est à la fois le résultat et le processus. Le résultat est un processus dont on connaît le point de départ, mais on ne connaît pas le point d'arrivée. Donc, vous voyez, une première conséquence de ceci, puisqu'on ne connaît pas le point d'arrivée, c'est-à-dire l'objectif, on ne va pas pouvoir se focaliser sur l'objectif. Donc, si on ne peut pas se focaliser sur l'objectif, sur quoi va-t-il falloir se focaliser? Eh bien, sur le chemin pour y arriver, sur le processus plutôt que sur l'objectif. Donc, l'entrepreneur a une caractéristique, c'est que s'il ne sait pas où il va arriver, il a l'intime conviction qu'il va arriver quelque part. C'est un peu comme si on vous demandait de faire une couverture avec de vieux morceaux de chiffon récupérés de gauche et de droite. Vous ne savez pas quel aspect va avoir la couverture au bout du compte, mais vous savez que vous allez pouvoir faire une couverture. Et c'est ça qui compte. Donc, retenons comme première règle qu'au lieu de se focaliser sur l'objectif qui est mouvant et incertain, l'entrepreneur innovant va se focaliser sur le chemin pour y arriver et va donc prêter plus d'attention à la gestion du processus d'innovation. C'est ce qui va être l'objet de la suite de notre exposé. Et donc, cette caractéristique qu'apporte l'innovation, c'est l'incertitude qui va conditionner toutes les spécificités à la fois du management de la start-up innovante et les spécificités du marketing de l'innovation. Donc, je crois qu'il est prévu que nous ayons quelques questions-réponses qui interviennent à ce moment précis de l'exposé. Donc, je vais peut-être redonner la parole à Madame Saint-Pierre qui se charge
de collecter les éventuelles questions qui auraient pu venir du public. Madame Saint-Pierre, je ne sais pas si vous m'entendez, mais Je vous si entends. vous souhaitez donner la parole aux Excellent. personnes qui Donc, nous écoutent. preuve à l'appui que ce qui se passe, c'est pas toujours ce qu'on avait prévu. On aurait dû faire une présentation en bonne et due forme de notre conférencier principal, Paul Millier. Alors, Monsieur Millier est ingénieur des arts et métiers Paris-Tech, diplômé du MBA international de M Lyon Business School et docteur en sciences de gestion. Il est professeur de marketing et de management de l'innovation à EM Lyon Business School et conseiller d'entreprise pour lesquels il a encadré près d'une centaine d'études marketing exploratoires sur des innovations technologiques. Il a été, durant 20 ans, responsable du master spécialisé en management de la technologie et de l'innovation de M Lyon Business School. Finalement, Paul Millier, le formateur en marketing de l'innovation des lauréats du concours français de la création d'entreprises technologiques. J'aimerais mentionner que tout au long des exposés de M. Millier, on va vous présenter des questions de sondage auxquelles on vous demanderait de répondre. Et effectivement, peut-être une première question, M. Millier. Quel profil d'entrepreneur ça prend pour une start-up et comment les identifier? Alors, on a une question ici sur les profils d'entrepreneurs. Monsieur Millier, je vous laisse répondre. Alors ça, c'est à la fois une question très difficile et très centrale. Très difficile, puis peut-être même très facile parce qu'il n'y a pas de profil d'entrepreneur. Il y a eu une époque où on lisait que les entrepreneurs doivent être enthousiastes, doivent être résilients, doivent être capables de se relever quand ils se sont tombés. Mais en réalité, des études ont montré qu'il y avait autant d'entrepreneurs qui réussissaient alors qu'ils étaient pessimistes, qu'ils étaient inquiets, qu'ils étaient pas optimistes. Donc la réalité est très difficile. Il est très difficile de donner un profil type. Et donc, une chercheuse absolument géniale en entrepreneuriat qui s'appelle Sarah Sarasvati nous a révélé dans ses travaux qui portent sur une discipline que je vais aborder à nouveau dans la journée qui s'appelle l'effectuation, que ce qui est beaucoup plus important, c'est ce que les entrepreneurs font que ce que les entrepreneurs sont. Et donc, c'est dans la manière de faire les choses qu'on trouve les entrepreneurs qui réussissent plutôt que dans la décortication de leur profil. Donc, en résumé, tout le monde a sa chance. Merci infiniment, Monsieur Millier. Avant de poursuivre, j'inviterai peut-être un message de nos partenaires arts, UReach, et la Délégation générale du Québec à Paris. Bonjour, ici Alain Quirion. Vous êtes peut-être une entreprise qui cherchez prochainement à élargir votre présence sur de nouveaux marchés. Si c'est le cas, UReach est reconnu pour apporter un accompagnement solide au niveau stratégie, par exemple, de votre entreprise, d'ajuster comment on va se positionner sur ces nouveaux territoires-là. Autre point, par exemple, toute l'analyse des concurrents puis la différenciation de votre offre. Évidemment, on passe vite à l'action de créer des réseaux de partenaires efficaces. On construit ces réseaux-là. On met ces partenaires-là en mouvement, donc on est vraiment orienté résultat dans notre travail avec les entreprises. On va travailler beaucoup le côté marketing également, ajuster vos outils, ajuster la langue qu'on utilise, évidemment introduire tout l'élément de marketing web qu'on ne peut pas négliger, bien sûr, avec 2021 qui s'en vient. Finalement, on aide souvent la construction de votre équipe, la structuration de votre équipe. Des fois, on recrute certaines ressources manquantes parce que sans une équipe solide et bien structurée, c'est difficile de faire tous ces points-là. Alors,
Ce qu'on souhaite, c'est vous parler, si vous le désirez, bien entendu, puis regarder quelles seraient les actions qui auraient la plus grande valeur ajoutée pour vous, puis en espérant de vous parler bientôt. Merci beaucoup. Alors, je tiens à saluer les organisateurs de cette activité ainsi que tous les participants. Une salutation spéciale également à mon collègue Philippe Huneau, délégué du Québec à Los Angeles et à la Silicon Valley. Je me présente, Michel Boisvert, délégué général du Québec en France et représentante personnelle du Premier ministre pour la francophonie. Vous savez, le Québec est présent officiellement en France depuis 1961. Sa délégation jouit des droits et privilèges d'une ambassade, ce qui veut dire qu'ici, en France, le Québec Monsieur Millier, tu as le PC. Et c'est un immense privilège. Depuis plus de 60 ans, donc, nous avons construit, le Québec et la France, un vaste réseau de contacts sur tous les sujets, que ce soit politique, social, culturel, économique, bien sûr, et ce, sur tous les territoires. Et je me réjouis de constater que malgré la pandémie, ces contacts se poursuivent. Voilà pourquoi je salue cette initiative qui, à mon avis, arrive à point nommé. Parler de commercialisation, d'innovation, de rupture, il me semble que c'est dans l'air du temps. Je crois profondément qu'il faut justement se servir de cette pandémie comme un formidable levier pour revoir nos façons de faire, pour transformer nos sociétés, pour innover afin d'arriver à un monde meilleur. Et quoi de mieux pour le faire que de partager les meilleures pratiques? Je crois profondément dans la jeunesse, profondément également dans la force de l'entrepreneuriat. Avant d'être délégué général du Québec à Paris, j'ai œuvré de très près avec les milieux entrepreneuriaux. J'ai même contribué à créer à Montréal un écosystème entrepreneurial. Et pour ce faire, je m'étais promenée un peu partout au Québec pour voir les meilleures pratiques. C'est ainsi que j'ai rencontré les gens de Sherbrooke Innopol. Les gens d'une énergie contagieuse, mais cette fois-ci, d'une contagion très, très, très saine. Je les salue d'ailleurs, ça me fait plaisir de savoir que vous êtes de concert avec les gens de la France. Depuis mon mandat ici en France, j'ai eu l'occasion de me promener un peu partout sur le territoire et bien sûr en Bretagne et dans la région Ille-et-Vilaine. Bretagne pour Saint-Malo, notamment, ville d'où est parti Jacques Cartier, qui a découvert le Canada, le Québec. Saint-Malo, où il y a la Maison du Québec à Saint-Malo depuis 1984, un cadeau de la ville de Saint-Malo pour souligner justement les 450 ans de l'arrivée de Jacques Cartier en Amérique du Nord. Mais il y a également Rennes. Rennes, où j'y suis allée et où, justement, j'ai pu rencontrer les gens du pool. Là aussi, constater l'énergie, la fébrilité, la volonté de faire les choses autrement et d'aider les entrepreneurs à pouvoir émerger et amener des nouvelles façons de faire, des façons innovantes et des façons de trouver des nouvelles solutions. Je ne suis absolument pas étonnée de voir que Rennes et Sherbrooke ont décidé de travailler main dans la main. Je veux vous dire qu'à la délégation générale du Québec à Paris, on est là pour vous appuyer, pour vous soutenir, pour faire en sorte que ce qui va émerger peut-être de votre activité puisse continuer, se poursuivre et aboutir à des choses bien concrètes. À la délégation, on est une 60aine de personnes là pour vous, dont près d'une dizaine spécialisées en économie. Donc, sachez que nous sommes là pour vous. Je vous souhaite un excellent congrès et je vous remercie. Bien, écoutez, je crois qu'après ces vidéos qui nous proposaient d'échanger les bonnes pratiques, comme l'a dit Madame Boisvert, on va pouvoir justement voir quelles sont ces bonnes pratiques pour les partager. Alors, nous allons maintenant aborder le deuxième point de la séance, c'est le courant dominant en marketing qui résonne exploitation et qui est pris en défaut par l'innovation. Autrement dit, quand on utilise le marketing, il y a un risque, car l'innovation demande à adopter un autre point de vue, un autre mindset. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai dit tout à l'heure, se mettre des idées dans la tête, se mettre les bonnes idées dans la tête. Voilà, je crois que c'est ça, car
il ne faut jamais perdre de vue qu'on doit avoir conscience de ce que l'on fait quand on le fait. C'est l'intelligence contextuelle. Donc, quand on applique le marketing, il faut savoir dans quelle situation il marche bien, mais il faut aussi savoir ses limites pour savoir quand est-ce qu'il ne marche pas. Et nous allons voir qu'avec l'innovation, le marketing présente parfois quelques failles. Mais tout d'abord, commençons par découvrir pourquoi est-ce que le marketing a une importance aussi stratégique pour les dirigeants de start-up. Alors je dis stratégique, pas parce que j'enseigne et je pratique le marketing de l'innovation et que je veux dire par là que c'est important. Non, non. Stratégique, ça veut dire quelque chose de très particulier et de très précis. Une stratégie, ça veut dire faire les choses qu'il faut et faire les choses comme il faut. Faire les choses qu'il faut, cela veut dire savoir où aller, savoir quoi faire, et faire les choses comme il faut, c'est comment les faire, c'est qui est-ce qui va les faire, avec quel budget. En d'autres termes, faire les choses qu'il faut, cela veut dire se fixer des objectifs, et faire les choses comme il faut, ça veut dire optimiser les moyens par lesquels on va arriver à atteindre ces objectifs. Alors pourquoi est-ce que le marketing a tant d'importance pour les dirigeants? C'est que si vous remarquez ce qu'il y a dans la bulle jaune, faire les choses qu'il faut, c'est où aller, c'est donner la direction. Et que fait un dirigeant sinon? Diriger son entreprise, c'est-à-dire indiquer la direction dans laquelle il doit aller. On vient de parler de Jacques Cartier, il a dirigé sa caravelle vers le Canada, mais en bon entrepreneur, oui, il ne savait pas qu'il allait arriver au Canada d'ailleurs. Donc, diriger son entreprise, c'est savoir où aller, et optimiser les moyens, c'est seulement gérer son entreprise. Alors, j'attire votre attention sur quelque chose d'un petit peu paradoxal, c'est que dans les écoles de management, les écoles de commerce, dans tous les MBA du monde entier, les enseignements portent à 80% sur l'optimisation des moyens. Quand vous regardez les disciplines qui y sont enseignées, comme la comptabilité, la finance, le droit, le management des opérations, les ressources humaines, tout cela porte sur l'optimisation des moyens. Et je fais attention à ce que je dis parce que je ne veux pas m'attirer les foudres des financiers, mais vous voyez que les finances, ce sont des moyens et la finance ne donne pas la direction dans laquelle aller. Donc, quelles sont donc les disciplines qui permettent de savoir où aller et quoi faire? Eh bien, dans les enseignements, elles sont très peu nombreuses. Il y a en particulier l'entrepreneuriat, qui permet de savoir comment maturer son idée et son projet, et il y a le marketing, avec en position centrale une méthode que nous découvrirons mercredi, qui s'appelle la segmentation. Alors pour moi qui grenouille depuis bientôt 40 ans dans les chemins de l'innovation, j'ai acquis l'intime conviction que si on n'a pas de bonne segmentation, on ne peut pas avoir une bonne stratégie. Donc, pas de bonne segmentation, pas de bonne stratégie. Et comme c'est par le marketing que l'on élabore la segmentation qui permet de se doter d'une représentation, d'une vision de son marché, eh bien vous voyez, sans marketing, pas de bonne stratégie. Donc voilà pourquoi le marketing a une importance aussi stratégique pour les dirigeants de start-up innovantes qui doivent savoir dans quelle direction aller. Mais attention à la cosmétique. Alors, je n'ai rien contre les cosmétiques, mais qu'est-ce que c'est que la cosmétique? En réalité, c'est mettre une petite couche sur la peau pour la rendre plus belle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Attention à la cosmétique, ça veut dire que si on n'y prête pas garde et qu'on met simplement une petite couche de marketing sur son projet entrepreneurial, on fait simplement de la cosmétique. Ça donne l'illusion que le projet est plus beau et mieux géré, mais c'est une erreur, c'est une illusion. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, gare aux prédateurs de l'innovation. Qui sont donc ces prédateurs de l'innovation? C'est Kotler, c'est Porter. Alors, attention,
comment peut-on oser critiquer Kotler ou Porter, qui sont des gourous respectivement du marketing et du management stratégique? Si vous prenez Kotler, par exemple, qui se présente lui-même comme le grand-père du marketing, vous vous rendez compte que 60% des livres de marketing publiés dans le monde portent le nom de Kotler sur la couverture. Ça veut donc dire que si ce livre est un best-seller, c'est qu'il renferme des vérités, c'est qu'il marche. Oui, mais c'est que pour l'innovation, quand on applique à la lettre les principes du marketing, eh bien, on emmène l'innovation dans le mur avec rigueur, méthode et systématisme. Alors, essayons de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des failles dans le marketing et dans le management stratégique. Le marketing et le management stratégique sont faits pour quoi? Tiens, au fait, si je vous propose un grand secret pour innover qui est de fermer les yeux pour mieux voir. Si je vous demande de fermer les yeux pour mieux voir et de tenter de visualiser les produits qui, à votre avis, s'accordent bien avec le marketing. Il y a les produits que vous voyez par exemple à la publicité, à la télévision le soir. Si vous fermez les yeux, je suis persuadé que vont venir très rapidement des produits comme les boissons au cola, les cosmétiques, les voitures automobiles, les services bancaires, les lessives et autres produits d'hygiène de la maison et du corps humain, les couches culottes pour les bébés. Donc c'est vrai que le marketing convient excellemment bien pour tous ces produits, mais quelles sont donc les caractéristiques de ces produits? Si vous regardez bien tous ces produits, ce sont des produits qui sont connus du grand public, ce sont des produits qui peuvent s'apparenter à des commodités, il n'y a pas besoin d'expliquer aux consommateurs comment mettre une couche à bébé ou comment boire du Coca-Cola. Et si vous regardez bien aussi les marchés auxquels s'adressent ces produits, ce sont des marchés très vastes, qui sont relativement homogènes et qui sont servis par des entreprises qui sont en général de grosses entreprises qui combattent pour des parts de marché. Eh bien, voilà pourquoi le marketing et le management sont faits. Ils sont faits pour gérer des entreprises quand elles se trouvent en situation d'exploitation. Alors, je vais introduire deux termes qu'il faut absolument connaître si on veut avoir la prétention de pouvoir maîtriser un peu les principes de l'innovation. Ces deux termes sont exploitation et exploration. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'exploitation? Eh bien, l'exploitation consiste à améliorer continuellement ses performances tout au long d'une chaîne qu'on appelle la chaîne de l'exploitation. Et quelle est cette chaîne? Eh bien, c'est une chaîne qui consiste à acheter des composants ou des matières premières, à combiner, à transformer ces composants ou ces matières premières pour en faire des produits que l'on va ensuite acheminer sur les marchés par des chaînes logistiques et que l'on va ensuite vendre avec profit dans des magasins ou avec ses forces de vente. Et ce cycle de l'exploitation, qui consiste à améliorer continuellement ses performances, il sert à quoi? Il sert à gagner des parts de marché sur les concurrents. Donc, en quelque sorte, vous voyez, le marketing, c'est fait pour vous améliorer dans ce que vous faites déjà bien, vous améliorer continuellement pour prendre toujours plus de parts de marché à des concurrents souvent aussi bien armés que vous. Et l'exploitation compte pour 95% de l'activité des entreprises. 95% du personnel, des investissements, de l'énergie passe dans l'exploitation. Et on comprend pourquoi Kotler et Porter ont été des best-sellers. C'est parce qu'ils ont écrit, leurs travaux portent sur ce qui occupe les entreprises à 95%. Ils ont eu raison d'écrire pour ce qui occupe les entreprises à 95%, c'est-à-dire l'exploitation. Et en exploitation, les principes de Kotler et de Porter marchent excellemment bien. Mais il se trouve que l'entreprise innovante au démarrage se trouve là, dans le domaine qu'on appelle l'exploration. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'exploration?
Bien, l'exploration consiste à sortir de sa zone de confort, à aller explorer des technologies nouvelles, des compétences nouvelles, des marchés nouveaux. C'est sortir de sa zone de confort. Et là, eh bien, les principes sont différents de ceux de l'exploitation. Si on devait prendre une analogie, si on regardait, si on prend le pétrole, vous voyez, pour exploiter correctement et bien vivre du pétrole, il faut extraire le pétrole du puits, le raffiner et le vendre. Mais quand le puits est vide, que faut-il faire? Il faut explorer pour trouver un nouveau puits. Et à ce moment-là, il faut faire de la géologie, de la géophysique, de la géostatistique, autant de compétences qui sont complètement étrangères aux exploitants du pétrole. Donc, vous voyez, pour gérer une entreprise innovante, il faut se projeter dans la perspective de l'exploration, qui est donc différente de ce que nous apprend le marketing. Et voilà tout le problème. Si on commence dans une logique d'exploitation, qui vaudra peut-être dans 5 ans, et on va suivre ce que nous dit le marketing. On nous dit, en marketing, on commence à rentrer sur le marché par la partie gauche du schéma, où on va commencer à vendre des produits à des clients qu'on va appeler des pionniers ou des innovateurs. Ceux-ci, contents, vont générer un bouche à oreille favorable qui va contaminer d'autres clients et la courbe va monter, la courbe va croître jusqu'au moment où le marché sera relativement saturé et que la courbe va se tasser. Ça, c'est ce qu'on apprend en marketing. Mais en matière d'innovation et d'entrepreneuriat innovant, si on se projette trop vite dans le domaine de l'exploitation, un auteur qui s'appelle Jeffrey Moore, dans un livre qui s'appelle Crossing the Chasm, nous a dit « Avant d'atteindre le domaine de l'exploitation et les gros marchés, il y a un gouffre dans lequel on risque de tomber et c'est un piège dramatique pour les entrepreneurs innovants. » Alors, d'où vient ce gouffre et comment est-il si facile d'y tomber? Eh bien, Jeffrey Moore nous dit que le gros du marché, donc les marchés de l'exploitation sur la droite du schéma, sont constitués de clients qu'il appelle des clients pragmatiques. Les clients pragmatiques sont des clients qui sont des gros clients bien installés, qui ont des habitudes et des routines. Et la seule chose qui leur importe, c'est de ne pas mettre un grain de sable dans cette mécanique bien huilée. Or, pour eux, l'innovation